D'accord. Donc je disais, l'erreur à ne pas faire quand on reçoit les plans, c'est d'imprimer et de donner tout de suite à l'équipe pour exécuter. Quand on reçoit les plans, il faut obligatoirement les analyser. Obligatoirement. Et nous allons voir justement comment faire une première analyse des plans, sans même être trop technicien en génie civil. Nous allons voir comment faire une première analyse d'abord des plans. Donc la première des choses, nous sommes dans le bâtiment, la première des choses, c'est de faire deux superpositions. Vous allez, tout d'abord, quand on reçoit les plans, il faut savoir que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour respecter la conception architecturale. C'est-à-dire l'objectif, c'est de réaliser la conception architecturale. Les électriciens, les équipes de béton, les équipes de menuiserie, toutes les équipes et tous les intervenants, ils sont là pour réaliser la conception architecturale. C'est ça le but final. Donc, quand on reçoit les plans, obligatoirement, on doit faire deux superpositions. La première, d'abord, nous allons voir par rapport au plan architectural, est-ce que justement, est-ce que les vues en plan du béton armé, est-ce que ça colle avec la conception architecturale? Donc, on prend la vue en plan, on prend chaque vue en plan du rez-de-chaussée, premier étage, deuxième, etc. On prend chaque vue en plan et puis on la superpose avec la vue en plan du même étage, mais du plan architectural. Donc, ça nous permet de connaître c'est quoi la position, est-ce que la cotation est correcte d'abord, est-ce que la distance entre les poteaux, etc., est-ce que c'est conforme avec les dimensions, avec la cotation architecturale, et ça nous permet de connaître la position des poteaux. Donc, les poteaux, ils sont situés où? Est-ce que les poteaux ne sont pas situés dans un salon? Est-ce que les poteaux ne sont pas situés au droit d'une fenêtre, par exemple? Est-ce que ça ne passe pas au droit d'une porte? Etc., etc. Et le plan que vous voyez, c'est vraiment une superposition réelle que nous avons fait dans un projet. Et voilà, donc on a trouvé qu'il y a des poteaux qui sont situés, par exemple, carrément au droit de rideaux de magasin. Donc, il fallait trouver des solutions. Donc, ça, c'est une première superposition à faire. C'est pas suffisant. Nous allons voir aussi que même ça, c'est des superpositions, des vues en plan. Mais on doit voir également autre chose. On doit vérifier, quand vous avez des bâtiments avec de grandes hauteurs, il y a des poutres intermédiaires. Donc, ces poutres aussi, il faut vérifier est-ce que ces poutres ne passent pas au droit de fenêtre horizontalement. Ça ne se voit pas dans la vue en plan, mais c'est d'autres vérifications qu'il faut faire sur les coupes, les élévations. C'est un peu plus technique, mais déjà, on peut commencer par faire cette première superposition des vues en plan. Et la deuxième superposition, c'est entre les différentes vues en plan. Les différentes vues en plan du plan BA. C'est-à-dire la superposition du rez-de-chaussée avec le premier, avec le deuxième étage, le troisième étage, etc. Pourquoi? Pour savoir est-ce que la position des poteaux et des élévations en général, les poteaux et les voiles, d'un niveau à l'autre, est-ce que c'est correct? Parce que dans les règles de l'art, le poteau, par exemple, du sixième étage, chaque poteau doit obligatoirement se situer au-dessus du poteau qui est en bas, du cinquième étage, obligatoirement. On ne peut pas avoir un poteau au sixième étage qui est posé, mais qui est dans une partie, reste en porte-à-faux par rapport au poteau du cinquième étage. On doit obligatoirement avoir toute la section du poteau, il doit se situer à l'intérieur de la section du poteau qui est en bas. Et ça, c'est valable pour tous les poteaux. Donc, nous allons faire la superposition de ces différents niveaux. Par exemple, le rez-de-chaussée avec le premier avec le deuxième avec le troisième, pour être sûr que chaque poteau se situe exactement au-dessus du poteau qui est en bas. Mais attention, parce que quand on évolue en hauteur, les dimensions des élévations, elles diminuent, parce que les poteaux qui sont en bas, ils sont soumis à un grand effort, ils sont soumis aux efforts du 8e étage, par exemple, du 7e, 6e, etc. Donc, ils sont soumis à des efforts importants, mais les élévations du 8e étage, par exemple, le dernier étage, ils sont soumis à des efforts qui sont moins importants par rapport à ceux du rez-de-chaussée. Donc, c'est pour ça qu'ils sont moins volumineux. Ça veut dire qu'en évoluant en haut, les dimensions des poteaux, ils diminuent. C'est logique. Et ça ne pose pas de problème.
on peut diminuer les poteaux, mais en diminuant les poteaux, chaque poteau doit se situer obligatoirement au-dessus du poteau qui est en bas. Et obligatoirement, la section du poteau qui est en haut doit se situer à l'intérieur et entièrement, toute la section. Ça veut dire aucun centimètre ne doit rester en porte-à-faux par rapport au poteau qui est en bas. Maintenant, quand nous avons un changement de section, la transformation doit se faire à l'intérieur de la poutre, c'est-à-dire c'est pas en haut, c'est pas en bas. La transformation doit se faire. La photo que vous voyez à droite, par exemple, ça c'est des poteaux qui changent de section. Donc vous avez en haut les sections des poteaux qui sont en haut est plus petite que les poteaux qui sont en bas. Donc ça c'est logique, il n'y a aucun problème. Maintenant le ferraillage il doit suivre. Mais la transformation, pour passer de la cage de ferraillage d'en bas à la cage de ferraillage d'en haut, il faut faire la transformation, cette transition. Et cette transition doit se faire à l'intérieur de la poutre. C'est pas au-dessus de la poutre, c'est pas au-dessous de la poutre, mais elle doit se faire à l'intérieur de la poutre. Et ça, c'est une erreur qui est très courante. Maintenant, il y a une condition pour faire cette transformation. Pour diminuer la cage du poteau qui est en bas, pour justement pour passer de la cage qui est en bas à la cage en haut, il y a des barres qu'on doit plier pour pour les rapprocher un peu, pour diminuer la section du poteau qui est en haut. Maintenant, l'angle d'inclinaison de ces armatures, elle ne doit pas dépasser 1/6. C'est-à-dire pour chaque centimètre parcouru horizontalement, on ne doit pas dépasser pour chaque 6 cm parcouru verticalement, on ne doit pas dépasser 1 cm parcouru horizontalement. C'est-à-dire pour chaque 6 cm parcouru verticalement, on ne doit pas dépasser 1 cm parcouru horizontalement. Je ne sais pas si c'est clair cette partie. Je n'ai pas saisi, Simon. En fait, là, nous sommes par exemple au rez-de-chaussée, et les poteaux du rez-de-chaussée, ils sont plus volumineux par rapport aux poteaux du premier étage. Pourquoi? Parce que quand on évolue, quand on monte, voilà. Maintenant, pour changer cette section, la section du poteau, elle diminue. Mais le ferraillage également, il doit suivre. Le ferraillage doit diminuer également. Maintenant, je suis en train de parler de cette transformation, de cette zone de transition pour passer de la cage d'en bas à la cage d'en haut. Je suis en train de parler de cette transition. Pour faire la transition, on ne va pas la faire n'importe comment. On est obligé de plier un peu certaines barres pour venir justement, pour rétrécir un peu la section du poteau qui est en haut. Maintenant, l'inclinaison de ces barres, on ne peut pas les incliner n'importe comment. Cette inclinaison ne doit pas être trop forte. Elle ne doit pas dépasser 1/6, c'est-à-dire chaque 6 cm. Je suis en train de parler de l'inclinaison de la barre. Chaque 6 cm parcouru verticalement, horizontalement, on ne doit pas dépasser 1 cm. D'accord. Voilà. Maintenant, le cas qui pose un problème, c'est quand on essaie de respecter cette règle et on trouve que la section qui est en haut, il est beaucoup plus petite que ça. Ça veut dire en respectant la règle, on n'arrive pas à atteindre la nouvelle section. Là, à ce moment-là, nous allons faire comme l'image qui est complètement à droite. Nous allons plier carrément, c'est comme si on va faire demi-tour, nous allons plier complètement la barre, c'est comme si on l'annule, et pour le poteau qui est en haut, on va injecter une nouvelle barre carrément qu'on va introduire dans le poteau qui est en bas. Donc la photo qui est à droite, ça c'est dans le cas où, en essayant de respecter la règle de 1/6, on n'arrive pas. Parce qu'il y a une grande différence entre la section d'en haut et la section d'en bas. Donc là, on passe à la figure qui est complètement à droite. Ça veut dire on annule cette barre, on va faire demi-tour, on annule cette barre complètement, mais toujours à l'intérieur de la poutre. Et pour le poteau qui est en haut, on va insérer de nouvelles barres carrément qui vont descendre dans le poteau qui est en bas. Ça veut dire on va dépasser la dalle, on va les introduire vraiment. Et ces barres, il faut les introduire avant le coulage du poteau qui est en bas. Avant son coulage, on introduit carrément la barre. J'espère que cette partie est claire un peu. Non?
ما سمعتش مزيان صاحبي ما سمعتش مزيان. J'espère que cette partie est claire. Là, vous avez dit qu'il faut couler هاد سميتو il faut couler avec ça, donc il faut la couler avec ça, bien sûr, c'est normal. Non, il faut avant de couler le poteau qui est en bas, avant de couler ce poteau-là qui est en bas, Il faut inclure voilà, on introduit cette barre, on introduit jusqu'à... Parce que si on coule, on ne peut plus l'introduire dans le poteau. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Voilà, donc c'est ça. Oui, bien sûr. Mais ceci dit, par exemple, donc quand on voit par exemple une photo comme ça, c'est sûr que c'est une erreur. Parce qu'on ne peut pas avoir ça, parce que là, vous avez une partie du poteau qui est en porte-à-faux par rapport au poteau qui est en bas. Donc là, c'est une erreur. Mais on peut avoir cette configuration, c'est-à-dire des poteaux carrément qui n'ont pas de semelle, qui n'ont pas de fondation, qui naissent à partir d'un étage. Ça, c'est possible. Ça s'appelle des raidisseurs, ça c'est possible, mais c'est pas conseillé parce que justement, je ne sais pas qui a posé tout à l'heure la question par rapport aux dispositions du RPS. Parmi les dispositions du RPS, par exemple, ça, on peut, dans le RPS, il interdit par exemple l'utilisation des raidisseurs, ça veut dire des poteaux qui n'ont pas de semelle, qui naissent à partir du premier, du deuxième ou bien du troisième étage, qui n'ont pas de fondation. C'est possible, mais lors des séismes, c'est parmi les éléments qui s'écroulent en premier. Ils résistent très mal aux secousses sismiques. Donc, une configuration comme celle-là, c'est possible, mais c'est déconseillé et c'est même interdit par le règlement parasismique. Nous sommes toujours en train de faire l'analyse des plans. Donc, il y a une différence de taille. Il y a une différence de taille entre les plans de béton armé et les plans architecturaux. Dans les plans de béton armé, ce qu'on regarde, c'est les dimensions brutes. C'est les dimensions brutes. Ça veut dire sans revêtement, sans enduit. Et la cotation dans les plans architecturaux, c'est une cotation qui est finie. C'est-à-dire, c'est la cotation après pose du revêtement, après pose des enduits et tout. Et ça, c'est souvent la source de problèmes et de conflits entre les plans architecturaux et les plans de béton armé. C'est-à-dire, si vous voyez par exemple cette photo, cette image, là, c'est une cloison. Le 1, c'est la cloison, c'est les briques, et le 2, c'est l'épaisseur de l'enduit. Cette épaisseur de l'enduit, elle est prise en compte dans les plans archi, mais elle n'est pas prise en compte dans les plans de béton armé. Et donc ça, c'est une principale différence. En analysant le plan, on doit faire attention à cela, parce que ça, c'est un exemple, par exemple, que je prends ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la cotation, mais par exemple, dans le plan béton armé, nous avons la dalle qui a une épaisseur de 20 cm, ça c'est correct. Mais dans le plan architectural, nous avons également la dalle qui fait 20 cm, ce qui n'est pas possible. Parce que si nous avons ici une épaisseur de 20 cm, ça veut dire que dans le plan architectural, on doit avoir une épaisseur au moins de 25 cm ou bien de 27. Parce que l'épaisseur du revêtement, généralement, elle tourne entre 5 jusqu'à 7 cm. Donc là, c'est vraiment des erreurs qui reviennent tout le temps. C'est-à-dire que si vous avez dans un plan architectural une cloison qui fait 20 cm, en réalité, il ne faut pas utiliser des blocs de 20, il faut utiliser des blocs de 15. Et des blocs de 15, et quand vous allez passer l'enduit de part et d'autre, vous allez avoir 2,5 cm d'enduit d'un côté et 2,5 cm de l'autre côté, et c'est tout ça qui va faire les 20 cm. Donc, dans les plans archi, il faut vraiment retenir ça en tête. Dans les plans archi, c'est les cotations des éléments finis. Et dans les plans béton armé, ou dans les plans du bureau d'études, c'est les dimensions brutes. On avance, on peut avancer. Okay. Donc, nous sommes toujours en train de faire notre vérification, notre analyse des plans. Donc, dans l'analyse des plans, on va vérifier l'emplacement des réservations. Parce que dans un bâtiment, vous avez des salles de bain, donc ce qu'on appelle des salles humides. Donc, et pour ces salles humides, il y aura des réservations, parce qu'il y aura des évacuations, donc il y aura des trous qui vont être traversés par ces évacuations. Donc, dans le plan béton armé, il faut vérifier, est-ce que dans le plan béton armé, est-ce que le bureau d'études a pris en considération les emplacements? Est-ce qu'il a laissé des réservations pour le passage de ces canalisations? Donc, on vérifie, est-ce qu'il y a des réservations pour les WC, pour les toilettes, pour les bidets, pour les receveurs de douche?
Et aussi, est-ce qu'il y a des réservations pour les gaines techniques? Les gaines techniques qui généralement traversent, coupent en fait verticalement toutes les dalles. Donc vérifier est-ce que le bureau d'études a laissé ses réservations. Par rapport, justement, en parlant des receveurs de douche, si vous avez une préférence par rapport aux douches italiennes, ou bien si ce qui est, au cas où c'est ce qui est prévu dans la conception architecturale, pas uniquement la douche italienne, mais également si vous comptez utiliser des receveurs que vous voulez encastrer complètement dans le sol sans avoir une marche. Là, vous êtes obligé de prévoir un décaissé au niveau de quand vous êtes en train de faire le gros œuvre. Quand vous êtes en train de faire le béton armé, il faut obligatoirement que le sol des salles de bain soit plus bas par rapport au reste. Pourquoi? Parce que quand vous allez poser le receveur, il a la particularité qu'en bas du receveur, il y a justement le siphon. Il y a le siphon et il y a aussi les canalisations de PVC. Et le siphon avec ces canalisations de PVC, ça prend de l'espace et ça nécessite une certaine épaisseur. C'est pour ça que si vous ne prévoyez pas ce décaissé, quand vous allez poser votre receveur, le receveur, il va être, il va être en relief par rapport au reste, par rapport au revêtement. Et si vous voulez l'encastrer complètement, il faut que pendant le gros œuvre, il faut que vous prévoyez un décaissé au niveau des salles de bain. Et comme ça, un décaissé généralement de 15 cm ou de 20 cm. Et ça, c'est à cause du siphon. À cause du siphon et à cause des conduites en PVC. Et parce que si vous ne faites pas ça pendant le gros œuvre, vous ne pourrez pas avoir de douche italienne par la suite. Si vous tenez à avoir une douche italienne ou bien un receveur qui est complètement encastré dans le sol, là, vous allez avoir une marche comme sur la photo en bas à droite. Et ça, c'est vraiment moche. Et ça, c'est une erreur qui revient tout le temps. Cette erreur, elle revient vraiment tout le temps. Donc, pendant le gros œuvre, si ce n'est pas prévu dans les plans béton armé, soit qu'il faut le demander au bureau d'études de le faire, de descendre le sol, le niveau des salles de bain, soit de le prévoir directement pendant la réalisation. Donc, toujours, nous sommes en train de faire notre analyse. Donc, il faut vérifier est-ce qu'il n'y a pas d'encombrement des appareils sanitaires. Donc, est-ce que la porte peut s'ouvrir sans problème. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment d'espace pour les différents appareils sanitaires. Il faut vérifier est-ce qu'il n'y a pas de retombées. Alors, les retombées, idéalement, toutes les retombées doivent se situer à l'intérieur d'une cloison. Et idéalement également, l'épaisseur de la cloison doit être, l'épaisseur de la retombée, de la poutre, doit être cachée complètement par l'épaisseur de la cloison. Mais parfois, on peut tomber sur des cas comme sur l'image, sur des retombées qui traversent par exemple un hall, qui traversent une chambre, un espace de vie. Donc, quand on fait justement notre analyse, on doit obligatoirement vérifier est-ce que les poutres qui ont une retombée, est-ce qu'elles ne traversent pas un espace de vie? Si ça traverse un espace de vie, nous devons consulter l'architecte. Est-ce qu'il a pris en considération cette retombée dans sa conception? Parce que parfois, on peut l'intégrer. Au Maroc, par exemple, les staffeurs, ils peuvent créer comme des décorations en staff, en plâtre, etc. Donc, on peut l'incorporer dans la conception, mais au cas où il ne l'a pas pris en considération, donc il faut trouver une solution pendant cette étape. Et il y a des solutions. On a parlé au début du béton précontraint qui permet de diminuer, voire d'éliminer carrément les retombées des poutres. Donc, on peut, par exemple, passer au béton précontraint si on tient vraiment à ne pas avoir de retombées. On peut utiliser un faux plafond, mais en utilisant le faux plafond, on va diminuer la hauteur sous plafond. Donc, est-ce que l'architecte est d'accord ou pas? Donc, s'il est d'accord, ça peut résoudre le problème. Mais on peut également utiliser, s'il s'agit d'un plancher encore creux, on peut modifier carrément la poutre de manière à agrandir les dimensions horizontales de la poutre et diminuer, voire annuler carrément la retombée de la poutre. Et c'est une solution qui est très très utilisée ici en Guinée.
ça veut dire, au lieu d'avoir des poutres avec des retombées, on agrandit les dimensions horizontales de la poutre et ça élimine complètement la retombée. Mais bien sûr, c'est un peu plus coûteux parce que c'est comme si vous avez une partie, c'est comme si, à ce moment-là, c'est comme si vous avez une sorte de dalle pleine dans cette zone. C'est comme si vous allez changer une partie du corps creux par une dalle pleine. Donc ça coûte un peu plus cher, mais ça résout complètement le problème. Et, et il y a justement, il y a la solution également de la poutre en allège. La poutre en allège, c'est-à-dire la poutre que nous avons vue ici dans la photo, on peut l'inverser de manière, au lieu d'avoir une retombée en bas, on va l'inverser de manière à percer. C'est-à-dire une poutre qui sort en haut, mais qui ne sort pas une poutre en allège. Euh, pour faire cette solution, le calcul se fait exactement de la même manière comme une poutre normale, mais avant d'opter pour cette solution, il faut voir est-ce que sur le côté architectural, est-ce que c'est possible ou pas? Parce que